J'ai été d'accord avec un vieux qui parlait tout à l'heure. Il a dit que si, à la sortie de là, il avait carrément démissionné, c'était quand même bon. Et puis il venait à la télé maintenant pour parler de ça. Là, on pouvait lui accorder ce bénéfice-là. Mais il a de un, toi, tu vas, on te met en genoux, tu ne démissionnes pas, puis c'est maintenant que tu vas venir parler de ça. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'à la haie, là, il a parlé de ce discours là-bas? Oui. Ok, priorité directe. Hein. Je dois faire écouter. Le truc est sorti là. Diabine vient de sortir là. Donc, on va l'écouter. Après, tu vas continuer. Pardon. Il n'y a pas de souci. Il vient de faire son interview sur NCA, la chaîne NCA. Donc, je vais jouer ça et puis après, tu comprends. Ok, je vais me muter rapidement. Ok, ok. Charles Blé Goudé, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. Youssouf Diaby, avez-vous déjà été une fois porteur d'un message de la part de Madame Nadi Bamba Bagbo pour Charles Blé Goudé pendant qu'il était en semi-liberté, message dans lequel et à travers lequel Madame Nadi Bamba Bagbo vous charge de dire à Charles Blé Goudé qu'elle aura tôt ou tard sa peau. Merci beaucoup. J'ai l'honneur d'être aujourd'hui sur votre antenne afin de pouvoir éclairer les Ivoiriens sur un fait qui aujourd'hui est devenu un fait social dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, je remercie votre antenne NCA qui nous permet de canal afin de permettre aux Ivoiriens et au peuple de Côte d'Ivoire qui a tant aimé le président Laurent Gbagbo et vous-même à travers vos différents passages dans certaines chaînes, vous avez beaucoup fait pour contribuer à la libération du président Laurent Gbagbo et son ex Charles Blé Goudé. Et ceci dit, le timing. Il faut toujours contextualiser les affaires. C'est vrai. Donc, le timing de Charles Blé Goudé, pour parler ici, et sa sortie là, non pas de parler du projet de société de son parti, ou du projet de gouvernement de son parti, mais qu'il vient ici pour parler de la vie privée de son ex-compagnon, de prisonnier, le président Laurent Gbagbo, et de sa femme. Cela doit interroger plus de un. Le timing parce que, pour Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et son parti sont dans le vestige. Et qu'il faut chercher sa part dans ce vestige. Ça, c'est un procès d'intention que vous lui faites. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Ce n'est pas un procès. Il a même bien dit, il a dit ça dans cette émission, il a dit la gauche est à terre. Mais c'est lui plutôt qui est à terre, parce qu'il est allé à ses élections avec Madame Simone Gbagbo. Et ils n'ont récolté que 2%. Même à Bonois, chez Simone, et même à Guibérois, dans le village natal, dans le Guigiga, chez Charles Blé Goudé, ils n'ont même pas pu avoir plus de 1%, 2%. Bon, il n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat, mais son... Bon, je vais arrêter là avant de continuer. Vous voulez analyser et puis je continue ou bien je laisse jouer tout? Allô, vous m'entendez? Ouais, non, tu peux continuer. Je continue. Oui, pour moi, c'est mieux d'écouter. Ok, donc je laisse continuer. Ok. Parti et lui ont soutenu un candidat. Une candidate en l'occurrence. Une candidate. Donc, il cherche un bouc émissaire à son échec électoral. Il cherche une virginité politique. Charles Blé Goudé, c'est un metteur en scène. C'est un véritable metteur en scène en politique. Mais on répondra quand même à la question. Oui, à la question. Et avant de répondre à cette question, je vais vous dire d'abord l'histoire des grands hommes politiques en Côte d'Ivoire, tels que Félix Houphouët-Boigny, que nous respectons. Il a eu comme femme Kadisso, il a eu Madame Thérèse, et notre récent Premier ministre, Amadou Gon, et aussi était dans la polygénie. Donc la polygénie n'a pas commencé avec Laurent Gbagbo. Mais
pourquoi, diante, c'est le cas de Laurent Gbagbo qui est toujours sur les antennes. Mais il ne lui reproche pas d'avoir... Non, il lui reproche parce que c'est dans ces cadres-là. Maintenant, pour la question, pour ne pas qu'on dise que... Pour la question... Que vous fiez la question. Là, je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé. C'est les propos qu'il tient. Jamais? Non, ça ce n'est pas Youssouf Diaby. Ce n'est pas moi qui suis allé lui dire que Charles Blé Goudé, Madame Gbagbo Nadi, cherche ta peau. Mais est-ce que c'est là même, ça dépasse l'interrogation humaine. Et à dire encore qu'elle a payé mon transport. Oui, comment elle peut payer mon transport pour aller te dire qu'on va te tuer? Ou bien, vous voyez, c'est encore un metteur en scène. Pas tuer, quand on serait sa peau, ça peut être aussi un langage politique. Oui, une façon de dire les choses. Non, mais moi je n'ai jamais dit cela. Vous n'avez jamais été l'envoyé de Madame Gbagbo. Il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé à la prison que moi. Donc, non, il dit à l'hôtel. Oui, j'arrive. Ah oui, que ce soit à la prison, que ce soit à l'hôtel, il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé plus que moi. D'accord. Et je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc, venir dire qu'on va me donner un moyen pour aller lui dire, c'est là, c'est archi faux. Ça, je m'arrête là sur ce point. Alors, mais aussi à Charles Blé Goudé, dit... Ok, vous avez entendu, hein, le monsieur, il a fait tout un cycle avant de venir répondre à la question. Je ne sais pas quelle analyse vous faites après avoir écouté la sortie de Diaby Ousou. C'est que on attend la sortie de Nadi Bamba, Abibata Touré, ou bien, je ne sais pas, Gbagbo lui-même, dans les jours à venir. On espère qu'ils vont sortir parce que ces accusations-là ne peuvent pas rester là. Je peux parler? Oui, vas-y, c'est ce que je veux. C'est moi. Laisse-moi discuter. Flock qui chute, et puis tu prends en bas. Je finis rapidement. Ok. Merci. Donc, on vient d'entendre un monsieur qui a tenté quand même de se dédouaner. Voilà, donc, ce qui signifie qu'il n'a pas démenti ce que Blé a dit. Il n'a pas démenti. Il a essayé de se dédouaner simplement. Voilà, donc, on attend simplement la sortie des autres. Mais ce que moi je retiens dans son discours, c'est qu'il a lancé un défi pour dire qu'il est prêt juridiquement à se défendre. Donc, ce qui signifie que moi, je ne vois pas qu'il va venir se dédouaner, qu'il va venir se défendre. Mais, oui, il va venir se défendre, mais il ne veut pas démentir. Voilà, puisque moi j'ai cru à sa parole là, bien que on dit oui, c'est vrai, un manipulateur, mais seulement que le défi est lancé, mais je ne vois pas qui va vouloir le traduire. Voilà, donc c'était un peu ça mon point, quoi. Voilà, donc je vois pas que... Moi c'est sur le défi que je veux quand même me pencher là-dessus dans les jours à venir. Merci. Ok, merci. Amba Boy, vas-y, il faut nous éclairer. Tu as écouté, Diaby Youssouf, il a parlé. Donc, voilà, donc ça sort. Les gens commencent à sortir maintenant. Donc, vas-y, Amba Boy. Amba Boy est là. Amba Boy. Amba Boy a bougé certainement. Hein. Amba Boy. Amba Boy une fois, Amba Boy deux fois. Ok, un instant, il dit un instant. Ok. Ladjito. Ladjito est là. Ladjito. Ça, non? Si je ne me trompe pas. Ladji Touré. Ouais, vas-y, allez-y. Oui. Non, ben après, moi, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai écouté tout ce qu'il a dit tout à l'heure, le commando invisible. Je pense qu'il a nommé point par point tous les événements essentiels. Et je pense que c'est quelqu'un qui est assez lucide et je ne pourrais pas apporter plus que ce qu'il a pu apporter depuis que je suis à l'écoute. Et c'est ce que je peux dire, on va dire de manière succincte, depuis le début de la crise même. On savait au vu du statut du président Alassane Ouattara, qui a été le deuxième au Fonds monétaire international, il ne se permettrait pas justement de rentrer dans des histoires de rébellion parce que ne serait-ce que pour des gens qui ont du recul,
excusez-moi du terme, mais quand on dit aux gens du Sud que ça concerne pas tout le monde, même des gens du Sud, quand on dit Bousmani, c'est de ça qu'on veut parler, parce que depuis le début, on avait une vision claire là-dessus. On pouvait pas mettre le président Alassane, mettre un doute sur sa personne. C'est pas possible. Vous savez, il y a des gens, on ne peut pas mettre de doute sur leur intégrité. Et c'est ce qu'on essaie de se tuer à expliquer à nos frères, que non, ce monsieur est un monsieur sérieux. Bien vrai, il fait de la politique, mais il est sérieux. Tout ce dont on l'accusait, nous le savions. En tout cas, ceux qui ont eu confiance à Alassane depuis le début savaient qu'il est toujours innocent. Et nous, en tout cas, on n'a jamais douté. Et la preuve est en train de venir. Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours bienveillant et c'est quelqu'un à qui moi j'ai toujours cru depuis le début et je crois toujours en lui. Voilà, pour ma part. J'aurais terminé. Ok, merci beaucoup, merci. Ambaboy n'est toujours pas là, donc... Je suis Amba de est là. retour, hein, je sais pas. Ok, vas-y. Gabi, Voilà, merci beaucoup. Mais, merci beaucoup, mon frère Alonso. Merci beaucoup. Bon, j'ai écouté M. Djabi Youssouf, hein, mais Djabi Youssouf n'est pas un exemple. Voilà, et il ne sera jamais un exemple aujourd'hui comme demain. Parce que moi, je dis, toutes les personnes qui entourent non seulement Laurent Gbagbo, mais qui ont l'idéologie politique de Laurent Gbagbo, ce ne sont pas des exemples. Parce qu'il n'y a aucun élément positif que Gbagbo Laurent a posé dans la politique ivoirienne. Il n'y en a pas. Même s'il y en a, ça ne vaut même pas un. C'est qu'il n'y en a pas. Et je mets tous les pro-Gbagbo au défi de monter sur ce panel et de citer un seul. Mais moi, je peux citer les éléments négatifs. Écoute-moi très bien. Les éléments négatifs que Gbagbo a posés dans la politique ivoirienne. La première fois qu'un ancien président de la République a été Dja, c'est sous la gouvernance de Laurent Gbagbo. Et je peux citer de nombreuses personnalités politiques ivoiriennes qui ont été Dja, seulement que sous sa gouvernance. Djabi Youssouf, il pense que c'est une histoire de clash. Il pense que nous sommes en clash. Il oublie que on parle de la survie de 22 millions d'habitants. Parce que la question qui lui a été posée, c'est suite à une vidéo qui parle de 2009. Donc maintenant, tu parles de multipartisme. On va te faire le décor de ce multipartisme-là pour te montrer que ce n'est pas Gbagbo qui a apporté le multipartisme. Le multipartisme, c'est un programme de la France pour tous les pays francophones colonisés. Voilà pourquoi tu vas voir que c'est à partir des années 90 qu'il y a eu les premières élections démocratiques dans toute l'Afrique francophone. Un culte que tu sois. Si tu n'es pas cultivé là, on va vous l'apprendre. Je répète encore. Le multipartisme, ce n'est pas Gbagbo qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Le multipartisme, c'est un projet de la France concernant toutes ces colonies africaines. Raison pour laquelle tu vas voir que les premières élections de l'Afrique francophone ont commencé à partir des années 90. Parce que c'était un projet de la France qui a imposé le multipartisme à tous les présidents qui ont donné l'indépendance à leurs pays respectifs. La raison pour laquelle tu vas voir qu'en Côte d'Ivoire, c'était en 90, au Cameroun, c'était en 92, ainsi de suite. Et tu verras que tous les pays de l'Afrique francophone qui ont fait les premières élections démocratiques, c'était à partir des années 90. Donc ce n'est pas le travail de Gbagbo. Gbagbo, il a profité d'un système, même le premier homme ivoirien a créé un parti
politique, le grand frère commandant, si je mens, c'est un des enfants du Nord qui s'appelait Sekou Sanogo, avec les Baïtagro, toutes ces personnes, avec les Francis Vaudier. Donc, si tu n'as pas l'information, je te la donne gratuitement. Et si tu penses que je mens, tu montes. On va aller maintenant argument contre argument et on va se mettre en grand. Chacun va apporter ses preuves. Je vais te faire sortir toutes les listes de ces personnes ivoiriennes qui ont créé les partis politiques d'alors et même qui ont refusé d'aller aux élections de 90 face à Oufoué en disant que toutes les conditions n'étaient pas réunies. Et Gbagbo a laissé ces personnes-là, il est sorti dans le dos toujours comme un boulanger. Donc c'est important. Ok, donc je continue encore pour dire que Djabi Youssouf, ce n'est pas un exemple. Parce que il pense que c'est un clash. Mais ce n'est pas un clash. Nous ne sommes pas en clash. Nous sommes en train de parler de la survie de 22 millions d'habitants. On parle de 3000 personnes qui ont été déjà parce que Gbagbo Laurent avait signé un deal avec Guillaume Soro dans la seule intention de rester au pouvoir éternellement. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc celui sort, on lui pose une question, il nous fait savoir que non, c'est faux, mais c'est pas. Et puis il commence à rentrer maintenant dans les invectives, en racontant des choses. Ce n'est pas un clash. Je le dis et je répète encore. Tout ce que Bleu Goudé a dit sur le plateau de NCI, c'est les choses vraies. Il n'y a aucun mensonge là-dedans. Aucun mensonge. Mais là où moi je ne suis pas d'accord avec Charles Bleu Goudé, est-ce qu'on m'entend, Alonso? Parce qu'ils ont commencé à me signaler, je suis au rouge là. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend. Merci beaucoup, voilà. Tout ce que Bleu Goudé a eu à raconter sur le plateau de NCI, c'est des choses vraies, elles ne sont pas fausses. Mais quand moi je dis je ne suis pas d'accord avec Bleu Goudé, mais j'ai argumenté. J'ai argumenté en disant que ce n'est pas parce que Bleu Goudé, ce qu'il a dit là, c'est faux, que moi je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui parce que j'aimerais que, à la sortie de cette réunion, où lui il avait demandé le désarmement, et que Gbagbo Laurent dit Bleu Goudé de se mettre en genoux parce que les armes n'étaient pas contre Gbagbo, ces armes n'étaient pas contre les pro-Gbagbo, mais c'était contre les autres. Les autres là, c'est qui? Il dit à partir de ce moment, sur lui, Bleu Goudé, il était là pour plaider pour la cause de tous les Ivoiriens. Il était en train de défendre la nation ivoirienne. Il devrait démissionner de la galaxie patriotique. Il devait s'éloigner de tout mouvement concernant Laurent Gbagbo. Là, aujourd'hui, là, s'il sortait pour dire, si vous avez vu qu'en 2009, je me suis éloigné de tout mouvement concernant Laurent Gbagbo, et j'ai quitté la galaxie patriotique parce que Soro Guillaume qui a pris les armes contre nous, le président Laurent Gbagbo me demandait, moi Bleu Goudé, de me mettre à genoux pour demander pardon à Guillaume Soro parce que j'avais dit il faut que Soro Guillaume se désarme. Le fait que j'avais parlé du désarmement, Gbagbo n'a pas aimé et il a convoqué une réunion et il a demandé à ce que moi, Bleu Goudé, je puisse m'agenouiller pour demander pardon à la personne qui est venue attaquer la Côte d'Ivoire. Donc j'ai vu ça comme ce n'est pas un truc qui est clair. J'ai vu que Gbagbo Laurent était dans quelque chose que moi-même, Bleu Goudé, je ne savais pas. Et comme j'ai été choqué, voilà pourquoi j'ai quitté le mouvement Galaxie patriotique. Voilà pourquoi j'ai quitté tous les mouvements syndicaux qui parlaient de Laurent Gbagbo. Si Bleu Goudé avait fait ça, aujourd'hui là, j'allais être l'une des premières personnes à mouiller le maillot sur TikTok. Si toutes les plateformes pour les défendre. Mais du moment qu'il n'a pas fait ça, parce que lui, il a été rassuré de savoir que les armes dont il craint là, les armes dont il a peur, ces armes-là ne sont pas contre lui, ces armes-là ne sont pas contre son mentor Gbagbo, et ces armes-là ne sont pas contre toutes les personnes qui ont l'idéologie de Gbagbo, mais ces armes-là étaient contre des autres personnes, dont moi, Amba Boy, qui n'avait pas épousé l'idéologie de Gbagbo Laurent. Voilà
Pourquoi moi je suis contre Blé Goudé? Voilà pourquoi moi je suis contre lui. Lui, il a été rassuré. J'ai une motion Oui, pour toi, hein, si tu finis. vas-y, vas-y. Ok, ok. Comme tu dis, c'est fini. Donc je finis en 1 minute. Parce que pour lui, déjà, lui, il a été rassuré que les âmes là, ce n'est pas contre eux les clans. Donc, à partir du moment que lui, il a été rassuré, lui, il a continué à galvaniser encore la troupe. Voilà pourquoi il disait on gagne ou on gagne. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo, lorsque le journaliste français en 2010 lui a posé la question concernant le désarmement, il a simplement dit que laissez ça, c'est notre affaire, on va régler ça. Et le journaliste a récidivé encore sur la question avec une insistance qui n'en disait pas son nom. En parlant encore du désarmement, Gbagbo s'est énervé, il a dit au journaliste, c'est notre problème, laissez ça. C'est parce que tout était préparé en amont comme en aval. Ils étaient rassurés. Et dans ce plan machiavélique, la personne qui était au centre pour qu'il soit éliminé, c'était bel et bien le président, son Excellence Alassane Ouattara. C'était bel et bien le président, son Excellence Alassane Ouattara, qui était comme la personne à éliminer. Voilà pourquoi ce plan a continué jusqu'en 2017 lorsque Soro Guillaume a voulu faire son mouvement pour éliminer le président Ouattara. Parce que tu ne peux pas dire que tu as travaillé pour que quelqu'un vienne au pouvoir et cette personne est au pouvoir et tu cherches encore à éliminer cette personne. Donc ça veut dire que la personne qui est au pouvoir, tu n'as pas travaillé pour qu'elle vienne au pouvoir. Cette personne est au pouvoir malgré toi. Parce que si tu avais les moyens pour l'empêcher d'être au pouvoir, tu allais utiliser ces moyens pour l'empêcher. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Merci, mon frère Alonso. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, Ladji et puis Massa, excusez, le Tchomba va faire sa motion à Ambaboy. Et puis vous allez prendre la parole. Tchomba, vas-y, le grand Tchomba, bonsoir. Ouais, bonsoir Alonso, bonsoir Petit Djoula. C'est quel Ladji? Est-ce que c'est mon Ladji? Non, Ladji Dos. c'est pas ton Ladji. Bonsoir aux près de 500 connectés sur le panel Ivoire débat. Alors, j'ai écouté Petit Djoula tout à l'heure. À un moment, j'ai failli rire. Et Blé Goubé devait démissionner. Mais c'est de quel régime tu parles, cher frère? C'est du régime de Gbagbo. Blé Goudé cherchait sa tête. Blé Goudé cherchait sa tête. Tu parles comme si c'était un régime normal où on respectait les droits de l'homme, on respectait la vie. Mais non. C'est un régime fasciste. Le mot n'est pas fort. Un club de sorciers. Si tu n'es pas avec eux, tu es contre eux. Et ils te font la peau. Ils te font la peau. Blé Goudé cherchait sa tête. Parce qu'il les connaît. Il les connaît. C'est ce que vraiment je voulais souligner. Ce régime-là n'était pas un régime normal. On a vu des gens qui étaient proches d'eux, qui ont payé le prix fort. Hein. Il y en a qui ont fui, comme Yves Zogo, il a fui. Voilà, donc c'est ce que je voulais souligner. Blé Goudé ne pouvait pas démissionner. Et Dieu seul sait quelle frayeur il a eu ce jour-là, quand il a vu ces personnalités et surtout le premier citoyen de la République arriver à une telle réunion pour lui ordonner de demander pardon. Ça doit être l'un des jours où il a eu le plus peur pour sa vie. Voilà, donc c'est ce que je voulais souligner. Voilà. Sinon, c'est pas... il a fait pour sa vie. S'il démissionne, le jour qui va suivre, là, voilà, peut-être qu'on parlerait plus de Blé Goudé. Voilà, donc c'est ce que je voulais souligner. Merci.
Ok. Ladji est là. Ladji une fois, Ladji deux fois, Ladji trois fois. Ok, Marc, oui, vas-y. Ça fait écho, hein, Ladji. Tu n'as pas descendu de demander. Ça fait écho. Oh, bonsoir les frères. Ok. Ouais. Vous m'entendez maintenant? Oui, ça va maintenant, ça va. Oh, ok, Dieu merci. Bon, merci de m'avoir invité sur votre panel. Je suis ravi. Et comme le grand frère Tomba vient de le dire, sous l'ancien régime Laurent Gbagbo, le frère Petit Djoula a dit beaucoup de choses, mais et a ignoré aussi beaucoup de choses. Vous voyez, ce régime-là faisait tellement peur. La preuve, lors du forum de la réconciliation en 2000, vous voyez M. T. Emile, lorsqu'il prend fait et cause pour le président de la République, il est porté disparu. Il est déjà. Donc, pour vous dire tout simplement que Bleu Goudé, après sa sortie sur la chaîne NCI, il en avait marre, il en avait beaucoup sur le cœur. Et aujourd'hui, là, je pense que chacun va passer à la casserole. Chacun viendra témoigner de ce qu'il a eu à faire avec l'ancien régime. Tu nous as fait écouter l'audio de Diaby, non? Je pense. Oui, M. Diaby, il vient sur le plateau du monsieur, il vient pour se dédouaner. Et quand vous écoutez, c'est dire, effectivement, il n'y a aucun doute, il y a eu un échange entre lui et Bleu Goudé. Mais le monsieur n'avait jamais pensé à un moment que Bleu Goudé allait le dire. C'est ça le problème. Aujourd'hui, Bleu Goudé a cassé, comme on le dit, les papos. Aujourd'hui, il faut que chacun vienne se dédouaner. Et toi-même, tu l'as dit, Alonso, tout à l'heure, là, on attend la sortie de Dame Nadi Bamba, du PPACI, et tous les différents concernés pour pouvoir prendre à bras le corps et ce problème-là. Mais je remercie Dieu parce que Dieu, dans sa magnificence et dans sa sagesse, vous voyez que tout est en train de se découvrir un peu. Tous sont à découvert maintenant. Ouais. Depuis que Bleu Goudé n'est plus de leur camp, ils ont attaqué le monsieur. Et le monsieur, il en avait marre. Et Soro Kigbaforu Guillaume, vous voyez un peu son ralliement aujourd'hui à M. Laurent Gbagbo. C'est ce que le commandant invisible a dit tout à l'heure là. C'est un truc qui était préparé en amont depuis très longtemps. Mais ce qui a fait défaut à Soro Guillaume, c'est qu'aujourd'hui, nos officiers supérieurs qui sont aujourd'hui, qui étaient des ex-FAFN, aujourd'hui n'ont pas pu faire cause pour Soro Kigbaforu Guillaume. Voilà, c'est là, c'est ce qui a fait la force du président de la République. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'armée n'ont pas pu faire cause pour Soro Guillaume. Sinon, quand vous entendez Soro Guillaume, depuis les années 2017, depuis où ils ont fait la découverte des armes chez Toussou, vous savez, Soro Guillaume, il préparait son coup il y a longtemps. Mais Dieu merci, le président de la République a été plus vigilant que lui. Le monsieur, il a été plus adroit que lui. Et aujourd'hui, il le paie cash. Hein. Vous voyez, il en cavale dans l'AIS. Il met tout en œuvre pour pouvoir déstabiliser ce monsieur-là. Donc, pour chuter, j'aimerais vous dire que vraiment, j'ai accepté vos panels. Mais chacun viendra témoigner au nom des 30 millions d'habitants que nous sommes. Chacun viendra se mettre à la table et dire ce qu'il a eu, il a entendu et ce que l'ancien régime voulait faire. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup. Martin est descendu. Chomba, vas-y, ta prise de parole. Oui, Chomba. De Chomba, vas-y pour ta prise de parole.
Le Chomba est là. Le Chomba. Fermez vos micros quand vous montez. Médic, ferme ton micro, s'il te plaît. Fermez vos micros. Fermez vos micros quand vous montez, s'il vous plaît. Oh, merci. Le Chomba, vas-y. Hein. Le Chomba. Est-ce qu'il m'entend? Le Chomba, vas-y, tu as ton tour de parole. Ok, moi, Moïse. Moïse, vas-y alors. Moïse, une fois. Mais est-ce qu'on m'entend même? Moïse. Moïse 66. Moïse 66. Est-ce qu'on m'entend? Moïse. Ok, le Chomba occupé, il dit 5 minutes. Moïse. Moïse, vas-y, c'est ton tour de parole. Oh. Ok, Médic. Médic qui vient de monter là. Ah, ok, bon, moi, je ne comprends plus rien. Ok, commando, prends alors. Alors, commando, ouais, reprends la parole comme l'autre est sorti et Diaby Youssouf est sorti, c'est dédouané. Oui. Il dit non, que lui n'a jamais été envoyé par Nadi Bamba, il n'a jamais fait cette commission-là. Je ne sais pas si tu as écouté quand j'ai fait jouer la vidéo. Oui, j'ai écouté, j'ai entendu. Ouais, il dit que lui n'a jamais dit ça. Ouais, il dit qu'il n'a jamais fait cette commission à Blé Goudé quand il était à La Haye. Mais en même temps, il affirme le contraire dans sa même déclaration. Parce qu'il dit, quand le journaliste lui pose la question, il dit il n'y a pas quelqu'un qui allait autant de fois rendre visite à Blé Goudé à part moi Diaby. Il le dit. Si il reconnaît qu'il n'y a personne qui a été autant de fois à La Haye pour aller rendre visite à Blé Goudé, pour moi, il est clair que dans ce autant de fois-là, il y a eu une fois où il s'est fait porteur du message de Nadia Bamba. Si lui-même il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été autant de fois rendre visite à Blé Goudé à La Haye, donc mettons dans ce autant de fois-là, une seule fois où il s'est fait le postier, le rapporteur des commissions des messages de Nadi Bamba. Donc, ce doute-là, pour moi, il est levé. Mais il ne va peut-être pas l'avouer parce qu'on a l'impression qu'ils se sont passés le mot au nom de Nadi Bamba de procéder à un tir groupé contre Blé Goudé. C'est qui Konaté est sorti en premier, Konaté Navigué est sorti en second, et aujourd'hui, vous avez M. Diaby. Tous ceux-là font partie de l'entourage du couple Gbagbo-Nadi. Tous ceux-là font partie de l'entourage du conglomérat Gbagbo-Nadi. Nous n'allons pas les déshabiller pour habiller Blé Goudé, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Blé Goudé reste une crapule et c'est une crapule. Nous n'allons pas le déshabiller pour l'habiller. Mais que ce soit Siriki Konaté, l'œil, les oreilles et la bouche des Soreguium, en alliance aujourd'hui avec l'AES, lequel AES est en alliance avec le PPACID Gbagbo, avec à ses côtés Nadi Bamba. Le lien, il est fait là. L'AES, le PPACI, entre eux, il y a qui? Il y a Siriki Konaté. Il est ami à la fois à Soreguium, et c'est lui aujourd'hui qui sort pour défendre Nadi Bamba. Donc le lien est fait entre l'AES aujourd'hui et Soreguium. C'est bien Siriki Konaté. Donc les propos de Diaby, pour moi en tout cas, je ne vais pas les midi à 14h.
si effectivement, il n'a pas dit textuellement mot pour mot, parce que ça aussi c'est une possibilité. Si Blé n'a pas dit textuellement mot pour mot ce que Diaby lui aurait dit, il est clair que le fond de la pensée ou le fond de la pensée de Nadi a été rapporté ce jour-là à Blé Goudé. Même si par la suite Blé a pu, qu'on appelle ça, interpréter avec ses propres mots le message, mais toujours est-il que le fond de la pensée de Nadi est celui-là. Si c'était faux, Diaby aurait pu dire c'est faux, mais vous voyez, depuis Blé Goudé arrivé, combien de fois il a rencontré Gbagbo? Blé a rencontré Gbagbo au moins 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et en ce moment-là, on aurait dit oui, Diaby a raison. Parce que Blé a fait cette déclaration, mais c'est vrai que quand on regarde, c'est au moins 4 fois que Blé a rencontré Gbagbo. Donc tout de suite, on aurait cru en ce que Diaby a dit. Mais sauf qu'il n'en est rien. Blé n'a jamais rencontré Gbagbo depuis qu'il est venu. Donc ça confirme ce qu'il a dit. Et si encore il a dit avec ses propos, mais le fond de la pensée de Nadi reste le même. La preuve, depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais rencontré Gbagbo. Qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de ça? Qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de ça? Rien du tout. Il peut peut-être nous dire, comme on ne comprend pas encore bien le français, pour dire, oui, je n'ai pas dit ça en utilisant les mots précis. Mais dans le fond du message, c'est ce que Blé Goudé a compris et c'est ce qui est. Raison pour laquelle, quand même il est en Côte d'Ivoire aussi, Blé Goudé, Gbagbo ne l'a jamais reçu. C'est tout. Parce que cette histoire de Blé Goudé, elle repose sur 2 quiproquos. 2 quiproquos. Le premier, c'est quelqu'un comme Blé Goudé qui, tout comme Soro, à la faveur d'une rébellion, de part et d'autre, Soro à Boaké et Blé Goudé à Abidjan, il se retrouve au devant de la scène. Au devant de la scène. Soro est secrétaire général de la FECI, Blé Goudé est secrétaire général à l'organisation de la FECI. Soro se trouve du côté de Boaké à la tête des rebelles, Blé prend la rue du côté d'Abidjan, il domine la JFPI, il domine la FECI. Donc il y a cette rivalité-là qui va commencer à partir de 2002. Mais on a entendu le témoignage sur Soro Guillaume. Le gain, l'intérêt, sinon pendant 8 ans, on est d'accord que Soro n'a jamais posé les pierres d'un dispensaire au nord. À Boaké, à Gorogo, au Déné, à Congo, à Bundiali, nada, jamais. Mais par contre, il a pillé le nord. Donc, il était là pour s'enrichir. Et Blé Goudé, de l'autre côté de la ligne de front, Yamoussoukro, Blé Goudé avait aussi son rôle, celui de s'enrichir sur les caisses de l'État. Donc, ce sont ces 2 personnes-là qui, aujourd'hui, en guillemets, ont perdu le pouvoir depuis 2010. D'une façon ou d'une autre, encore plus brutale pour Blé Goudé. Et pour ne manquer de rien, de façon psychologique, Blé, quand il revient, il y a une envie. C'est que le Blé Goudé qu'il était de 2000 à 2010 n'a plus droit de citer aujourd'hui. Donc quand il revient, il y a ce qu'on appelle les moyens de subsistance. Blé Goudé n'a pas été ministre. Il n'a pas été DG avant de partir pour dire qu'il va revenir en Côte d'Ivoire, il va réintégrer l'administration. Il n'était pas militaire ni policier, il n'avait aucun diplôme lui permettant de travailler, on va dire, en Côte d'Ivoire. Donc quand Blé revient, il y a un problème de subsistance, il n'a pas d'argent quand il revient. Ses comptes sont gelés. Donc pour survivre, il faut qu'il continue, hélas, dans la politique, même si c'est du populisme. Parce que quand moi j'ai vu le même Blé Goudé, je l'ai vu à Nayo, mais j'ai rigolé sous cap. Blé Goudé s'est pas rendu chez les parents de Habib Dodo qui a été pendu sur le campus. Il s'est pas rendu chez les parents de Koné Moulay qui connaissaient très bien, depuis qu'ils étaient à la FECI, qui a été zigouillé par les jeunes patriotes et à qui même on a arraché le sexe. Jusqu'à présent, Koné Moulay, on n'a pas retrouvé son corps.
Blé Goudé ne s'est pas rendu à l'hôpital militaire pour aller voir comment Soumaro Saï ou bien Ian Philippe se portent. Mais Blé Goudé a été un aïeau. Il était un aïeau. Donc pour dire quoi? Pour dire que quand la roue a tourné, quand les choses ont changé, quand le 6 est devenu 9, quand Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, Blé, il fallait qu'il vive. Et pour ça, il fallait qu'il courbe les chines. Et c'est en cela qu'il va emprunter la voie de la politique. Mais dans le fond, Blé est ivoiritaire. Dans le fond, Blé est l'alter ego de Gbagbo. Ceux qui n'ont pas aimé chez Gbagbo, c'est qu'il ait laissé une femme du Sud au détriment d'une femme du Nord. C'est ce qu'ils n'ont pas pardonné à Gbagbo, c'est ce qu'ils n'ont pas pardonné à Nadi. Sinon, comment Simone peut se battre en justice pour avoir le nom Gbagbo, après tout ce que Gbagbo lui a fait à l'aéroport, et puis aujourd'hui, s'attaquer à Nadi? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Sachant que la relation entre les deux, entre Gbagbo et Nadi, ne date pas de 2025. Elle a accepté Nadi comme sa co-épouse, comme sa rivale. Elle s'est sortie, Gbagbo avait ses sorties, elle était consciente que Nadi et Gbagbo ont un enfant. Ils étaient au pouvoir, elle a admis, elle a accepté ça. Pourquoi aujourd'hui alors envoyer son répéro, Blé Goudé, aller s'attaquer à Nadi? Nadi aussi, je le dis, elle n'a pas volé. Parce que Nadi, quand je la vois, elle me fait penser à Aïcha Koné. Ce sont des dames qui n'ont pas honte, qui n'ont pas de gêne, qui n'ont pas honte, qui n'ont aucune pudeur. Là où elles doivent pas parler, c'est là qu'elles parlent. Là où elles doivent se taire, c'est là qu'elles parlent. Elle est comme Aïcha Koné. La honte, elles ne connaissent pas. Si elle s'était faite discrète, on n'en est pas arrivé là. Elle a voulu être plus royaliste que le roi. Elle a voulu être plus reine que la reine de Chaba après sa chirurgie esthétique du nez, de la bouche et des dents. Elle a voulu être plus reine que la princesse de Chaba. Donc quand Blé revient, il y a ce problème-là. Blé a besoin d'argent, il faut qu'il vive. Ses comptes sont bloqués. Donc il va se rapprocher de tous ceux à qui il a fait du mal, mais dans le but d'avoir la paix, mais aussi un peu d'argent. D'où les déclarations de, justement, qu'on appelle ça, de Cissé Bakongo. Donc quand Blé dit que la gauche était infiltrée pour diviser la gauche, mais il n'y a pas meilleur diviseur que lui, Blé. Il n'y a pas meilleur diviseur que lui, Blé. Et aujourd'hui, ceux qui sortent pour l'attaquer, c'est ceux-là qu'on appelle les gardes rapprochés, on va dire, les pistoleros de Nadi Bamba. Et Sidiki Konaté y compris. Sidiki Konaté y compris. Konaté navigué, aujourd'hui Diaby, ceux-là, ce sont les pistoleros, les repéros, qui ont pour mission de dénigrer, de déconstruire le propos tenu par Blé. Mais Diaby ne dit rien de bon, comme je l'ai dit pour commencer. Si effectivement le fond de la pensée de Nadi n'était pas ce que Blé a dit, quand Blé est rentré, Nadi l'aurait rencontré. Si Nadi ou du moins Gbagbo l'aurait rencontré, ou il aurait rencontré Gbagbo. Mais en dépit de toutes les démarches qu'il a effectuées, même avec la délégation des chefs des villages de Gagnoa, en passant même par le pasteur ou le curé ou l'abbé Déon de Yopougon, Gbagbo l'a pas encore reçu. Donc ça veut dire que dans le fond, Nadi, elle a dit ceci et Blé a répété cela. Tel que Diaby, qui a avoué avoir été l'un des privilégiés à rendre visite autant de fois à Blé, comme Diaby vient de le confirmer. Donc, le fond de la pensée de Nadi, c'est ce que Blé a dit, a dit à 72 heures. Le fond de la pensée de Nadi, c'est ce qu'il a relaté. Sauf qu'ils ont oublié qu'en face d'eux, ils avaient quelqu'un qui avait une aura, qui avait une sorte de lumière, une sorte d'étoile, et contre laquelle tu ne peux pas te battre à moins de t'aligner. Et il faut qu'ils prennent le temps de lire entre les lignes, de lire, d'écouter le message des astres. Alassane Ouattara n'est pas n'importe qui. Vous vous aglutinez, vous vous associez
pour le dénigrer, comme nous l'avons démontré tout à l'heure, à la fin, vous-même vous aurez honte. Et c'est ce qui se passe depuis 90 quand il est arrivé du PDCI qui a voulu lui casser les pieds. Le PDCI s'est trouvé scindé en deux. Jusqu'à aujourd'hui, au deal entre Gueye et Gbagbo en 2000, ils se sont tapés l'un sur l'autre en 2000 les deux. Ils se sont associés pour l'écarter. En 2002, les Français et lui et Gbagbo étaient bras dessus, bras dessous. Ils étaient amis. Vu le contexte international de la guerre en Irak. Autant les Français s'opposaient aux résolutions américaines, en 2002, les Américains bloquaient toutes les résolutions contre la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Et Gbagbo a joué là-dessus. Vous vous remémorez quand même à la Sorbonne au plateau. Les Sorbonnats défilaient des pancartes ici, Help USA. Help USA. Ils appelaient à l'aide aux États-Unis parce que les États-Unis avaient considéré que c'était des terroristes qui avaient attaqué la Côte d'Ivoire, mais comme la France, à côté de ce fait-là, justement, s'était opposée à cette guerre en Irak via Villepin à l'Assemblée nationale, dans un discours qui reste mémorable, les États-Unis, à leur tour, voulaient faire payer aussi à la France ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo a surfé là-dessus. Donc, pour dire que, dans le fond, cet homme-là, il n'avait aucune compétence, il n'avait ni le savoir-être, ni le savoir-faire pour diriger la Côte d'Ivoire. Et il a entraîné dans son sillage d'ethno-fascistes, des populistes, des médiocres, des générations et des générations de jeunes Ivoiriens. C'est là le drame. Quand lui, Blé, aujourd'hui, il dit ça. Est-ce que si Gbagbo s'était remis avec Simone, Blé aurait tenu ces deux propos? Je ne pense pas. Il n'aurait pas tenu de tels propos. S'il était revenu trouver Gbagbo et Simone ensemble, est-ce que Blé aurait dit ça? Je ne pense pas. On a gâché le sommeil de Gérard Sudler. On a gaspillé le sommeil de Thabo Mbeki, de Feu Eyadema, des chefs d'État de la CEDEAO. On les a appelés ici de venir donner un coup de main. Alors que dans le fond, la Côte d'Ivoire était dirigée par deux têtes, par deux entités. On avait l'alliance ou le bloc Sidiki Konaté, Soro Guillaume, Nadi Bamba. Et de l'autre côté, on avait Gbagbo Laurent, Blé Goudé, Sega Seka, Dogo Blé. Voici le bicéphalisme qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Voici le bicéphalisme qui dirigeait la Côte d'Ivoire, qui allait aux accords, qui allait au pourparlers de paix. Voici ce que ces gens-là nous ont réservé. Blé a un problème d'argent. Il n'avait pas de ministère, il n'avait pas de ministère. Et il s'est aujourd'hui approprié le combat de Simone, qui a des problèmes visiblement de santé. Donc, elle donne son héritage, elle lègue son héritage politique à Blé Goudé. Blé Goudé s'empare de cet héritage-là, mais il est à la recherche de son environnement naturel qu'il appelle la gauche, et cette gauche-là, elle fourmille autour de Gbagbo. Donc c'est ceux-là qui va les chercher. Quand Blé parle de Picasse, puis que Picasse est en prison, Blé n'a jamais aimé Picasse, et vice-versa. Depuis la Fessie, je déteste. Ils ne s'aiment pas, ces deux-là. Information de dernière minute, une autre sortie. Vous voulez écouter une autre sortie? Oui, vas-y. Annie Tchele vient de sortir et puis elle a répété exactement ce que Nadi Bamba aurait dit. Parce que Blé Goudé même n'a pas dit exactement ce que Nadi Bamba aurait dit. Donc, je vous fais partager ça et puis continue. D'accord. Parlons des faits. L'autre fait, c'est que il a fait une interview à la télé avec M. Issa Sangaré Yereso qui est vivant. Et l'émission, elle est là. Et dans l'émission, il dit que Soro Diom a dit que s'il était Premier ministre, la contrepartie du contrat, de l'accord, c'est qu'il désarmait avant d'aller aux élections, avant qu'on aille aux élections. Et Nadi Bamba se fâche. Elle convoque Blé Goudé chez elle. Il arrive, le Premier ministre Soro Diom est là, M. Meïté Sendou est là, Konaté Siriki est là, et puis, quelque temps après, le président Gbagbo arrive. Et puis, elle prend la parole. Et ce que Blé n'a pas dit, je vais vous dire toute la phrase, tout le texte qu'elle a dit, toute sa phrase. Elle dit, pourquoi tu as dit à Soro Diom, au Premier ministre, de désarmer? Tu n'avais pas
le droit de lui dire de désarmer parce que les armes qu'il a là, ce n'est pas contre mon mari, c'est ça qu'il a parlé. Ce n'est pas contre le président Gbagbo. Nazielou, ma hollandaise chérie, ce n'est pas contre le président Gbagbo. Les armes là, c'est contre Ouattara. Voilà exactement ce qu'elle a dit. Donc Blaise se tourne vers le président. Mais président, mais lui depuis là, c'est contre la rébellion. Il est perturbé, il est déboussolé, il est choqué. Et le président Gbagbo lui dit, oui, il faut présenter des excuses comme on t'a demandé au Premier ministre. Voilà les faits. Voilà les faits. Tout le reste là, c'est du verbiage. Tout le reste n'est qu'habillage. Vous pouvez insulter, moi-même là, vous pouvez m'insulter sur moi. Moi là, je ne lis pas les commentaires. Moi, quand je fais un post, il y a 800 commentaires, il y a 300, je vais aller lire commentaire par commentaire. Je cherche quoi? À quel moment je suis devenu bête comme ça? Nazielou, ma hollandaise, mon mannequin hollandais, comment ça? À quel moment je suis bête comme ça? Je vais aller chercher les commentaires. Ok. Commando, tu peux continuer, t'as entendu, hein? Cette histoire-là nous réserve beaucoup de surprises. Voilà, donc effectivement, nous y sommes, comme tu dis. Encore une fois, c'est la preuve que ce type de parole a été tenu peut-être pas avec les mots exacts, mais le fond de la pensée de Nadi, c'est celui-là. Et ce bicéphalisme-là qui nous dirigeait, là, a été notre plus grand malheur. Et aujourd'hui, c'est quand même triste d'entendre ce type de révélation après que 3000 personnes soient parties, après que la communauté internationale, le monde entier, se soit mobilisé au chevet de notre pays. Mais c'est le temps des révélations, c'est le temps des choses. Vous voyez comment on est passé progressivement du conseil de Sidiki Diabaté qu'on ne voulait pas à l'accélération de la situation sécuritaire au Mali, en passant par le problème ou l'affaire des Libanais, aujourd'hui en arriver là. Chaque fois qui passe, chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, qui n'est même pas de chaque semaine, il y a des faits qui sont en lien forcément avec notre actualité politique. Et que d'ici 2030, en tout cas, l'Ivoirien nouveau Aboudé, sera... ferme ton micro, Aboudé. Il faut fermer ton micro. Aboudé, ferme ton micro. Aboudé, ferme ton micro. Continue. Voilà, donc d'ici 2030, comme je disais, l'Ivoirien nouveau naîtra, on va dire, naîtra tout simplement. Notre capacité de réflexion, d'analyse, nos petits frères, nos petits-fils même, on espère que les faits qui sont passés aujourd'hui, quand il dit aujourd'hui, c'est depuis au moins 90. Il faut qu'on soit assidu pour leur dire. C'est important. Parce que l'autre coup, j'écoutais par exemple, par rapport toujours à l'actualité, un monsieur qui a l'habitude de passer sur NCI 360. C'est un Derou Semi. Et il faisait partie au même titre que le Geoffroy Kouao sur NCI, qui prédisait l'apocalypse en Côte d'Ivoire et le triomphe de l'AES, parce qu'il considérait que un coup d'État militaire valait mieux qu'un coup d'État constitutionnel. Et ce Derou Semi a publié un livre où à la page 16, je crois, il a fait cas des victimes de 1995 à l'occasion du boycott actif. Il a mentionné l'ethnie, c'est-à-dire des 31 Baoulés qui seraient morts et débêtés à l'occasion du boycott actif. Dans son livre, il rappelle les événements de 2000. Mais en 2000, il
il prend la période où, de décembre où on a compté dénombrer à peu près 206 personnes décédées, on va dire tuées, mais il ne mentionne pas leur ethnie. Et même les 57 personnes du Chanel de Yopougon, M. Derou Semi ne prend pas le temps de donner au moins leur nom et prénom. Et c'est en cela que je me suis dit, on arrive à un temps où il risque de réécrire l'histoire. Raison pour laquelle souvent nous sommes longs quand nous prenons la parole pour situer chaque chose dans son contexte. Et c'est possible. C'est une tentation. Si on n'est pas vigilant quelquefois sur le panel, ils auront tendance à réécrire l'histoire. Parce qu'il passe, M. Derou Semi, de 1995 au 19 septembre 2002. Il ne parle pas de ce qui s'est passé du 24 décembre 1999 au 26 octobre 2000. Il ne parle pas de la transition, de l'implication du FPI, de l'implication d'Ida Kwasi, de celle des jeunes patriotes, de celle de la FESI. Il ne parle pas du complot au sein de la transition militaire contre les soldats du Nord. Il ne parle pas du cas de Palinfo et d'Aboulaye Coulibaly qui sont encore en vie aujourd'hui. Il ne dit pas, par exemple, que lorsque, dans la nuit du 17 au 18 septembre 2000, il y a eu le fameux complot du cheval blanc, ils ont appelé en premier les militaires du Nord, les militaires nordistes. Quand ces pauvres-là sont arrivés, ils sont tombés dans un traquenard. Ils ont été torturés. Ils ont été torturés jusqu'à ce que la grenade, il laisse la vie. D'autres encore ont été torturés. Et torturés. Avec tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ne disent pas que les militaires qui sont sortis de cet enfer d'Akwedo ou du camp des gendarmeries d'Agban, lors de leur procès, sur les 37 militaires qui étaient appelés à comparaître pour être jugés, il y avait 36 militaires du Nord. Sur les 37 militaires, il y avait 36 militaires du Nord. Et le seul qui n'était pas du Nord, qui était parmi les qui faisait le 36e, lui, son but, c'était de témoigner et d'accabler non seulement les militaires, mais Palinfo et Aboulaye Coulibaly. Lorsqu'il a commencé à accabler Lassana Palinfo, l'intendant, et on lui a demandé, et il a dit que chez Palinfo, il y avait des armes qui étaient gardées. On lui a demandé de décrire le garage de Lassana Palinfo. Il n'a pas été capable. On lui a demandé de situer la résidence de Palinfo. Le militaire n'a pas été capable de dire où se trouvait la résidence de Palinfo. Malgré ça, quand même, le régime du FPI a fait condamner Palinfo et Aboulaye Coulibaly. C'est ça la vérité. Donc nos jeunes frères, c'est des choses qu'il faut leur rappeler. Même aux chiens galeux, baveux et pourreux du FPI, du PPAC aujourd'hui, les demi-frères de l'AES, il faut leur rappeler aussi cette histoire. Et c'est toute cette frustration qui a nourri la rébellion du 19 septembre 2002. C'est toute cette accumulation de frustration, d'injustice qui a nourri donc la rébellion du 19 septembre 2002. Et Derou Semi, il a pris le temps donc de sauter cette partie, de tomber justement directement au 19 septembre 2002. Donc 2000, on a quitté en 95, il n'y a rien eu en 2000 jusqu'au 19 septembre 2002. Donc c'est cette réécriture de l'histoire-là qui est gênant, qui est une sorte de cri d'alarme pour dire soyons vigilants, quand nous pouvons monter sur le panel, faisons-le sans hésiter pour situer les faits. Parce que ces gens-là, dans la réécriture des faits, ils sont terribles. Et quand vous les entendez aujourd'hui, vous avez vu, hein, la rébellion, c'est Ouattara, la rébellion, toujours, et aujourd'hui, petit à petit, le fil en train de se démêler. Le fil, les points de couture sont en train de se découdre, sont en train de lâcher. Mais ils n'ont eu que ça pendant des années. Donc oui, Djabi,
pour dire tout simplement, il est dans le faux. Annie Thielé vient de le dire, même si aussi je prends ce qu'elle dit avec des pincettes, mais je pars du principe que si c'était faux ce que Blé avait dit au sujet des propos de Nadi, au sujet de la commission de Diaby, depuis qu'il est rentré, oui, elle au moins, elle aurait fait un effort afin que Blé Goudé rencontre Gbagbo. Si elle n'a fait aucun effort dans ce sens, c'est la preuve qu'effectivement, elle a missionné Diaby pour aller dire ce que Blé a dit. C'est la preuve aussi que elle était en deal avec Gbagbo, avec Soro et Sidiki Konaté pour pouvoir faire gagner son mari et après maintenant gérer le Nord comme Soro a eu le gérer en 8 ans sans poser une brique, ne serait-ce qu'à Korogo ou à Ferké. Donc, je vais tirer mon frère en main en te remerciant, Alonso. Merci encore, commando. Toujours un plaisir. Est-ce que le Tchomba avec nous maintenant? Attends, il y a prière, mais là-bas, là, ça m'arrange. Est-ce que le Tchomba est là? Il y a prière. Le Tchomba est là? Non. Qu'on chauffe. Oh. Le Tchomba est là ou pas? Ou bien il est occupé? Je suis là. Ok, le Tchomba. Annie Thielé a fait une sortie pour corroborer et puis bon, pour dire exactement selon elle ce que Nadi Bamba aurait dit le jour de la convocation de M. Charles Blé Goudé. Et là, ça complique encore les choses parce que elle vient d'attester encore que les armes dont on parle ici, ces armes étaient destinées contre le président Alassane Ouattara et ses partisans. Donc, on veut vous entendre. Allez-y, M. Tchomba. Bon, décidément, ces derniers jours sont riches en révélations sur notre passé récent. C'est une bonne chose. Alors, ce que je reproche à nos hommes publics, et notamment à nos hommes politiques, c'est qu'ils n'écrivent pas. C'est qu'ils n'écrivent pas. Et ce n'est pas bien. Voilà. Et tout à l'heure, commando invisible que je salue au passage, disait que, alors, le monsieur dont il parlait, qui a écrit le livre tendancieux, ce n'est pas à lui d'écrire notre histoire, c'est à nous de l'écrire avec nos vérités. Et l'histoire jugera qui dit vrai. Voilà. Des gens qui ont un parti pris bien trempé, alors quand ils prennent leur plume, n'attendons pas d'eux des jugements objectifs. Alors, si je pourrais dire quelque chose à Blé Goudé, c'était de lui dire d'écrire cette histoire. Cette partie de l'histoire où il a été au cœur d'un régime. Qu'il s'asseye, qu'il fasse des feuilles. Il n'est pas obligé de publier maintenant, il peut attendre dans 5 ans. Dans 10 ans peut-être. Entre-temps, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts. Voilà. Et comme il a dit, c'était se retourner contre lui. Alors, je crois que c'était en 2006, j'ai un jeune frère qui travaille dans une organisation internationale qui était de passage à Abidjan. Et j'ai demandé son avis sur la situation politico-militaro, bon, je ne sais quoi concernant notre pays. Alors il m'a dit quelque chose de très intéressant. Et
la suite des événements lui a donné raison. Je crois que c'est le premier ministre que Gbagbo détestait là, le plus là. Bani, voilà. C'est Bani qui était premier ministre. Et alors il m'a dit ceci. Il m'a dit, mais il n'y a pas un schéma de résolution de conflit propre à la Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes schémas que la communauté internationale utilise pour résoudre, comment on appelle, pour résoudre les problèmes entre des parties en conflit. Alors, c'est là que je lui ai demandé d'aller un peu plus loin parce que je n'y comprenais pas. Il dit non, quand il y a une guerre civile, c'est entre les belligérants que la paix se négocie. C'est eux qui ont les armes. Et que pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est entre Gbagbo et Soro. Quand il y aura la paix, la poire sera divisée en deux entre la rébellion et le régime Gbagbo. Et il a été sanglant. Il a dit qu'ils vont mettre les partis politiques de côté. Il dit, mais pourquoi? Parce que ce sont des acteurs importants. Il m'a dit, mais ils n'ont pas d'armes. Il y a une guerre, c'est entre les belligérants. S'il y a un pouvoir partagé, c'est entre les belligérants. Alors, les faits, la suite des événements, lui ont donné raison. Et la suite des événements, c'était les accords politiques de Ouagadougou, le dialogue direct, comme disaient les animateurs de la vie politique d'alors, proches du FPI. Alors, quand ils sont allés à Ouagadougou, si vous remarquez bien, alors, il n'y avait plus, la barrière qui les séparait était brisée. Et on voyait ici et là des proches de Soro Guillaume, ou du moins des membres de la branche civile de la rébellion, voilà, nommés dans l'administration, notamment dans les filières de café cacao, certains étaient bien assis. Et c'est là que certains ont commencé à dire que Soro a vendu la lutte. Voilà. Et la suite des événements ne leur a pas donné tort. Et ce qui Blé Goudé a révélé, bien sûr, avec ses mots choisis, pour ne pas froisser son mentor qui demeure Laurent Gbagbo. Et ce qu'il a dit est vraiment révélateur de ce qui s'est passé en ce moment. Et Annie Tchélé de venir dire ce qui s'est réellement passé. Voilà. Donc les deux ne voulaient pas d'élection. Ce sont les pressions de la communauté internationale qui ont amené les deux partis à organiser des élections. Voilà. Et c'est bien que toutes ces révélations s'effacent alors que les acteurs principaux sont encore en vie. C'est là que c'est intéressant. Blé Goudé, qui voulait garder tout ce qu'il savait du pouvoir Gbagbo, s'est vu obligé de sortir et de nous donner une toute petite partie
de la gestion de la crise par le régime FPI et son chef, M. Laurent Gbagbo. Alors donc, c'est clair que la rébellion arrangeait M. Gbagbo et son régime, ses proches. Tant qu'il y avait la rébellion, il n'y aurait pas d'élection. Et ils ont tiré le manteau jusqu'à ne pas faire des élections en 2005. Voilà. Mais concernant ces élections, un de leurs experts, des jeunes patriotes, je tairai son nom, puisqu'ils étaient prioritaires à l'ENA, qui était à l'ENA à l'époque, je crois que c'est déjà en fin 2003 en tout cas, ou bien 2004, qui avait dit à un de mes amis qui était à l'ENA en ce moment, que en 2005, ils allaient maintenir Gbagbo et qu'il n'y aurait pas d'élection. Ce dernier m'a fait cette révélation. Tu vois ce que ce jeune patriote là m'a dit. Il dit non, qu'ils feront tout pour ne pas qu'il y ait des élections. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et c'est bien que les acteurs soient encore en vie et que les révélations se fassent. Voilà. C'est bien que ce soit ce moment-là, parce que aucun de ces acteurs ne dira que ce qu'on dit de lui est faux. Alors si jusqu'à présent ils ne disent rien, c'est parce qu'ils savent que c'est vrai. Ce que Blé Goudé a dit et que Annie Tchélé a confirmé, c'est vrai. En réalité, bon, M. Gbagbo voulait rester au pouvoir, les élections, la rébellion a été comment on appelle, du pain béni pour lui. Voilà. Plus personne ne pouvait regarder sa gestion des affaires publiques. Et bon, ils étaient là et ils s'enrichissaient. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur cette affaire de Blé Goudé. Alors, il faut l'encourager à vraiment, même s'il n'écrit pas, à faire de temps en temps des révélations. Voilà. C'est en cela que les vidéos ou bien les panels faits par les gosses, souvent il faut regarder, on y apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses et on comprend leur haine envers Blé Goudé parce qu'il a été celui qui a le plus profité du système. Voilà. Il y a un qui avait dit, c'était du temps de Facebook où les gens faisaient les vidéos, qui a révélé qu'il a vu Blé Goudé sortir du bureau du président d'alors avec, il parlait de 500 millions. Bon, quelle que soit la somme, mais en tout cas, c'était l'argent que le président avait donné à Blé Goudé pour prendre le carburant, puisque les jeunes patriotes se sont rendus à Bouaké. Et ce dernier de révéler que c'est sur le dos de la princesse, c'est que eux, ils sont allés, ils ont pris leur carburant. Voilà. Bien que, bon, M. Blé Goudé ait reçu de l'argent pour le carburant, eux tous sont allés se raviter, faire le plein à Yamoussoukro pour aller à Bouaké. Voilà. Donc, je vais terminer là pour dire qu'il faut que les gens acceptent d'écrire des livres. Voilà. Surtout, un livre de Blé Goudé sur cette affaire, sur cette période, sera le bienvenu. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et vous dire merci. Comme vous pouvez le constater, je suis fatigué et j'ai vraiment sommeil. Merci de m'avoir donné la parole.
Merci beaucoup, le Tchomba. Merci. Ok, on va pas tarder à fermer le panel aussi. On va faire un tour de parole pour ceux qui viennent de monter. Et puis on va fermer le panel. Bon, il y a Lagui qui est là. Lagui, tu voulais prendre un deuxième tour de parole avant de... Lagui. Ok. User. User. Est-ce user là? On va fermer le panel, hein, les gars. Hein? Je pense qu'on va fermer le panel. Ok? Il y a Lagui qui a commencé le panel. Il faut bien faire descendre tout le monde là. Merci beaucoup encore pour ceux qui nous ont suivis. On va fermer le panel. Merci beaucoup. Je vais faire descendre tout le monde. Exprime ton avis en commentaire.